certains disent que nous pouvons avoir une évolution telle que, à peu près comme le 5e siècle. Le 5e siècle, d'après mes connaissances qui ne sont pas forcément parfaites, au 5e siècle, au début du 5e siècle, notre pays, la Gaule, comptait environ 10 millions d'habitants. À la fin du siècle, il en comptait 2 millions. Tout simplement parce que l'État avait disparu. Parce que les politiques n'étaient plus des véritables politiques, parce que l'Empire romain était en déliquescence complète. 2 millions. Et il a fallu 1000 ans pour s'en remettre. 1000 ans. Voilà, c'est un peu ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Et le choix, il est simple. On ne fait rien, on crève, ou bien, dans quelque temps, on sera confronté à l'élimination physique de millions et de millions. C'est intolérable. Intolérable d'imaginer cela. Pas bon. Ou bien, on prend l'affaire à bras le corps, on se comporte enfin comme des citoyens adultes. Je dis enfin parce que depuis 40 ans, on ne s'est pas vraiment comporté comme des citoyens adultes. Je parle en connaissance de cause, j'en suis. On prend l'affaire à bras le corps, hein, et on fait une construction européenne nouvelle qui tienne la route, et on prend en compte cette affaire-là. Voilà le cadre global. Et ce qui suppose aussi de prendre en compte l'intérieur. Au niveau européen, c'est quoi l'intérieur? C'est arrêter cette, cette tendance suicidaire de l'Europe. L'Europe est en train aujourd'hui de se suicider démographiquement, culturellement, politiquement. C'est la région du monde qui court les plus grands risques, je viens de vous le dire, et c'est la seule région du monde où les budgets militaires sont en réélection constante, pour ne parler que des budgets militaires. L'Allemagne, vous en avez parlé, voilà. Il faut arrêter ce déclin, ce suicide de l'Europe. Et là, c'est plus psychologique, mais vous savez, il suffit d'un chef qui dise « stop » et on va par là. Comment vous concevez le rôle d'un chef d'État? Pour vous, un chef d'État, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est qu'un chef? C'est bien sûr quelqu'un qui prend des décisions. Alors, un chef d'État, je vais le comparer, si vous voulez, d'abord au chef militaire, au chef d'entreprise, au chef en général, et puis différencier par rapport au gouvernement. Un chef, c'est celui qui est en charge du long terme. Il vit dans le court terme. Il est évident qu'il doit prendre en compte le court terme en fonction de son niveau. Mais au niveau de l'État, le présent et le court terme, c'est l'affaire du gouvernement. Le président de la République doit dire au Premier ministre et donc au gouvernement, je veux que vous atteigniez tel objectif. Par exemple, il faut libérer l'économie de tous les carcans qui l'empêchent de décoller aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y en a. Allez, présentez-moi votre projet. Ce n'est pas au président de la République de dire bon, le taux de la TVA sur le yaourt à la fraise bio, on va le monter ou le descendre. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Non, il dit au gouvernement, vous faites ça. Et lui, sa vraie raison d'être à lui, c'est s'asseyant sur une connaissance parfaite, enfin parfaite, c'est impossible, une connaissance précise, méditée du passé de la France, du passé de l'Europe, du passé du monde, une connaissance aussi précise du présent, imaginer l'avenir et tracer les chemins d'avenir. Imaginer l'avenir, c'est ce que je viens de faire grosso modo avec vous. Si on ne fait rien, dur. Si on fait quelque chose, il est fantastique notre avenir. Si on veut vraiment le prendre à bras le corps, il est fantastique. Mais c'est ça le rôle du chef, dire pour qu'on sorte la France de l'état dans lequel elle est, il faut aller par là. Et non pas téléphoner à Leonarda, écoute ma petite, je suis désolé, on t'a renvoyé, mais tu vas revenir bientôt. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. C'est ce que font les chefs d'entreprise. J'ai rencontré un jour un grand patron, le grand patron de Saint-Gobain, BEFA, qui nous a tenu ce langage-là. Et il nous a dit, mais moi, mon rôle, moi je ne m'occupe pas de ce qui se passe maintenant, ni de ce qui se passe juste dans les 15 ans qui viennent. Mon rôle à moi, c'est la survie de Saint-Gobain au-delà des 15 ans. Donc je m'occupe de la stratégie au-delà des 15 ans, et je cherche les gens qui sont susceptibles de me succéder. Et ça fonctionne dans Saint-Gobain, comme ça, depuis 400 ans. Bien, ça c'est un chef. Ça c'est un chef. Et on a des chefs militaires qui font pareil.
Moi, je fais pareil. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas de chef politique. Il s'occupe des chiens écrasés, pas de politique. L'horizon aujourd'hui, l'horizon à long terme de tous nos dirigeants, c'est quoi? 1 an. 1 an, la prochaine présidentielle. Alors que l'horizon du président de la République, c'est la fin du siècle. Dans la réalité, ça doit être cela. Et on ne peut pas marcher correctement si on a une vision de si court terme. Ce n'est pas possible. Donc, encore, on va revenir au projet présidentiel que vous proposez. Et donc, je vous dis, vous parlez d'une pause migratoire, on va y revenir peut-être, mais aussi donc, qui se ferait parallèlement au développement de grands projets, comme celui d'un partenariat avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais comment, concrètement, vous comptez vous y prendre pour réaliser ces 2 projets? Alors, je crois vraiment, contrairement à certains, et je veux vraiment prendre en compte la souveraineté du peuple. Elle est totalement théorique depuis qu'elle a été décidée en 1789. Elle est complètement théorique. Elle a toujours été violée par les uns et par les autres. Peut-être De Gaulle est-il le seul à l'avoir à peu près respectée. Je crois qu'il l'a respectée. Soit nous sommes un peuple souverain, c'est-à-dire que nous nous informons. Chacun s'informe, et puis ensemble nous décidons. Donc la pause migratoire, elle doit être décidée par référendum. Et vous proposez 3 référendums. Oui, ça, mais, ce serait le premier. Voilà, mais pause migratoire par référendum. Parce que jamais nous n'avons été consultés par référendum sur l'afflux d'immigrants depuis maintenant 40 ans. Quoi. Jamais. Or, aujourd'hui, ça commence à poser un problème grave de cohésion nationale. De cohésion nationale. C'est quelque chose d'absolument déterminant dont quasiment personne ne vous parle, sauf pour vous parler de RSA, d'aide, etc. Non, ça c'est la solidarité qui est souvent très mal pensée, très mal orientée et qui est facteur de décohésion nationale. L'un des points les plus importants de notre situation actuelle et sur lequel il faut vraiment travailler, c'est la cohésion nationale. D'abord, faire une pause migratoire qui nous permettra justement de retravailler, de recréer les outils de notre cohésion nationale. Le deuxième référendum consisterait à retrouver notre souveraineté, au moins aussi largement que possible. Mais c'est à la nation d'en décider. Si c'est fait par une loi, bon, vous savez, la prochaine Assemblée nationale peut rapporter la loi. Par référendum, on n'en parle plus. C'est un autre référendum qui change l'affaire. Bien. Donc, il faut retrouver notre souveraineté. La souveraineté ne consiste pas à dire non aux autres. Je ne veux plus te voir. Ça consiste à se comporter en personne adulte et responsable qui décide elle-même, ou en nation adulte et responsable, qui décide elle-même de son avenir. Qui décide elle-même de ce qu'elle veut et comment elle veut vivre. Et ça, c'est... La souveraineté, c'est l'apanage d'un peuple libre ou d'une personne libre. Celui qui n'est pas souverain, c'est l'esclave. C'est l'esclave ou le serf. Voilà. Donc retrouver notre souveraineté, ce qui peut très bien conduire assez rapidement après à en déléguer de manière réversible certains pans, par exemple, à une nouvelle construction européenne ou par exemple à l'ONU, mais d'une manière voulue par la nation, et ce qui me semble aujourd'hui nécessaire parce que nous ne savons plus où nous en sommes. Qui commande chez nous? C'est pas le président de la République en tout cas, puisqu'il y a un article de loi, je ne me souviens plus lequel, je le connaissais par cœur, qui précise que les règlements européens, les directives européennes prévalent sur la loi française. Ce n'est pas tolérable. Hein. Maintenant, nous venons de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN, c'est-à-dire que nous avons perdu notre souveraineté diplomatique et militaire, et on peut très bien, dans 15 jours, se retrouver en guerre contre la Russie. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. On a quand même autre chose à faire que la guerre à la Russie. On va signer le TAFTA avant la fin, c'est le traité de libre-échange avec les États-Unis,
qui va permettre, comment dire, aux entreprises américaines d'abreuver, je parle très rapidement, mais c'est en fait ça, hein, d'abreuver le marché européen, par exemple, de poulets chimiques, alors que j'ai visité cet après-midi un élevage de poulets qui, à mon avis, ne sont pas chimiques du tout. Hein, voilà. Et qui va comment dire, faire encore dépérir un peu plus tout notre tissu économique. Donc ce TAFTA est le pendant économique de l'OTAN. Nous n'aurons plus notre souveraineté économique. Il faudra le supprimer. Il faudra dénoncer ce TAFTA. Vous vous dire que ça sera facile? Mais non. Mais l'indépendance et la souveraineté, être un adulte, ça n'a jamais été facile. Ça comporte des risques. Sommes-nous un peuple adulte? Oui ou non? Moi je dis oui. Moi je suis un mec adulte. Il y en a d'autres. Donc ça c'est le deuxième référendum. Et le troisième référendum, alors, aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes devant la fin d'une évolution qui a commencé il y a fort longtemps, peut-être 5 siècles, ou 6 siècles. Aujourd'hui, la vérité n'existe plus. On ne peut plus dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. Théoriquement, en politique. Aujourd'hui, la vérité c'est quelque chose qui se fait par le débat, elle est évolutive. Et ça c'est mortel. C'est ce qu'on appelle le nihilisme et le relativisme. Ça c'est mortel. Parce que ça nous empêche d'avoir des repères. Et ça c'est quelque chose qui, par exemple, interdit à la France, au gouvernement, d'interdire la création d'un parti prônant la charia. Et aux dernières régionales, un parti prônant la charia s'est présenté en Île-de-France. Il a fait plus de 5%. Et on ne peut pas l'interdire parce qu'on n'a pas les moyens. Du moment qu'il respecte la loi formelle, eh bien ça passe. Et ça, c'est vraiment gravissime pour la suite. Hein, et des quantités de choses comme ça. Donc, il faut établir, par référendum aussi, c'est la nation qui doit se décider. Ce que, je ne sais pas exactement comment nous l'appellerons, pour l'instant, dans ce livre, c'est une charte éthique. Ça peut être une grande charte, ça peut être un code, donc peu importe, on trouvera le nom, hein, qui établit les fondamentaux de ce qu'est la France. Les fondamentaux de notre culture, de notre civilisation. Parmi ces fondamentaux, et aujourd'hui, par une incidente, là, on parle aujourd'hui de droitisation de l'opinion. Je n'y crois pas un instant. La droite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Sarkozy, c'est Juppé, c'est Marine, etc. Bon, ok. Mais si on revient vers eux maintenant, on peut repartir de l'autre côté. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est une réappropriation générale des fondamentaux. Et la réaction que m'a cité le journaliste de Libération, les nombreux mails et SMS lui disant « ils ont raison ces généraux », ça en fait partie. Un retour, une réappropriation des fondamentaux de la France. Et quelque temps, et tout ça, il faudra le mettre dans cette charte éthique. Pour qu'on soit d'accord sur certaines choses, pour que cela contraigne nos juges, qui parfois font un peu n'importe quoi, comme parfois ils profèrent des jugements qui vont contre le bien commun, contre l'intérêt national. C'est intolérable. La justice peut être indépendante, sauf du peuple souverain. En France, tout le monde dépend du peuple souverain. Toute décision dépend du peuple souverain. Toute, y compris celle des juges. Donc voilà à quoi servirait ce code éthique. Et moi j'y attache beaucoup d'importance parce que si vous voulez, dans le temps, à condition bien entendu d'être, comment dire, que quelqu'un le fasse vivre, ce serait le rôle du Conseil constitutionnel qu'il faut revoir, parce que je ne crois pas trop sur Fabius, etc., pour m'aider dans cette entreprise. Je ne crois pas beaucoup. Hein. Donc il faudra le revoir, hein, souverainement d'ailleurs, hein, avec la souveraineté du peuple. Donc le Conseil constitutionnel revisité pour le faire vivre ce code, pour lui faire innerver, informer toute la nation. C'est vraiment nécessaire. Et il y a quelques jours, une aventure vécue il y a très récemment, j'étais en conférence à Nancy, invité par une association bizarroïde, mais qui fonctionne bien, composée pour moitié de gens de la Manif pour tous,
et pour l'autre collectif, l'autre moitié d'un collectif, le collectif Y en a marre, composé d'alternatifs, d'altermondialistes, d'écolos, etc. Bon. Et ça fonctionne bien. Et puis j'ai passé 3 heures avec un alternatif et puis une jeune femme musulmane d'origine algérienne. Ils sont tous les deux dans les prisons, mais tous les deux sont alternatifs, écolos, etc. quoi. Et puis je me demandais comment ça se passerait. Et ça s'est très bien passé. Nous nous sommes aperçus que nous sommes d'accord sur des choses absolument fondamentales, qui ne sont ni de droite, ni de gauche. Par exemple, lui, il avait 2 enfants. J'ai dit, mais vos enfants, vous exercez une certaine autorité sur eux. Et oui, évidemment, il faut bien les faire grandir. Mais j'ai voilà, exactement la définition d'autorité. Autorité, c'est un service, faire grandir. C'est ça l'autorité, fondamentalement. Eh bien, on le redécouvre. Et c'est pas de droite ni de gauche. Et on a ensuite, on a continué. Mais la famille, on la redécouvre aujourd'hui, les jeunes la redécouvrent. C'est ni de droite ni de gauche, la famille. Ça fait partie des fondamentaux. Et en plus, dans les fondamentaux français, l'égalité homme-femme. Ah oui, que quelqu'un refuse de serrer la main d'une femme parce qu'elle est femme, et ça ne va pas, non. C'est pas normal, ce n'est pas tolérable chez nous, etc. Donc, nous inscrire dans un texte les fondamentaux, en tirer progressivement les conséquences pour toute notre vie nationale, c'est, à mon avis, extrêmement important pour la cohésion. Mais il faut le faire avec souplesse, fermeté, dans la durée, et souplesse pour ne blesser personne. Nous sommes tous blessés aujourd'hui en France. Tous. Mais le faire avec détermination. Et c'est quelque chose dont je crois que ça nous apportera énormément. Voilà les 3 décisions fondamentales pour démarrer. Et ils sont inscrites dans ce livre. Donc, oui, vous parlez de reprendre l'initiative et de redonner le pouvoir aux citoyens. N'est-ce pas quand même utopique? Utopique? Pourquoi? Non, je crois, franchement, je ne crois pas. Redonner le pouvoir aux citoyens. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est inscrit dans notre Constitution. Et c'est une définition qui vient de, je crois, Jefferson, un président américain. Et peut-être même de Platon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça veut dire, précisément, que la démocratie, elle se vit d'abord à la base. D'abord à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité de nos élus, en particulier les petits élus locaux, petits, il n'y a pas de petits, mais les élus de petites communautés locales, hein, des villages ruraux par exemple, ils n'ont quasiment plus de prérogatives. On enlève la loi NOTRe, je ne sais pas, etc. J'ai un maire qui m'appelle tous les jours, il est furieux contre cette loi, ok, je le comprends. Et donc, il faut revivifier la démocratie locale, déjà. Faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible de chacun. Si possible par vous, monsieur, par vous, madame. Les décisions qui vous concernent doivent être prises par vous-même ou au plus près de vous. Hein, c'est-à-dire la mairie locale. Mais pourquoi faire tout dépendre de l'État? Hein? Donc la démocratie, moi j'y crois vraiment, essentiellement en la revivifiant à la base. Le reste, si vous voulez, ne fonctionne pas forcément de manière totalement démocratique. Il est évident que le président de la République doit être élu au suffrage universel dans une démocratie. Dans la nôtre, ça me semble parfaitement important. Parfaitement important. Parce qu'il est la nation qui se donne un chef pour le long terme. Et puis ensuite, eh bien, c'est une affaire de fonctionnement de l'État, qui, lui, ne fonctionne pas forcément de manière démocratique. Surtout quand dans ses fonctions régaliennes, les fonctions de sécurité intérieure-extérieure, de justice, d'affaires étrangères. Et là, c'est une grosse machine qui fonctionne. Mais l'ensemble est couvert par la démocratie, d'abord au niveau local et au niveau national. Et comment je vois, puisqu'on est sur ce sujet, en particulier la réforme de l'administration territoriale. Bon, aujourd'hui, c'est une tarte à la crème. On en parle beaucoup du millefeuille administratif français qui coûte horriblement cher. Depuis que François Mitterrand a créé les régions en 1982, le coût de l'administration territoriale a été multiplié par 5. Et on atteint aujourd'hui 500 milliards d'euros par an.
Et ça ne fait qu'augmenter. Et personne ne pourra croire que les nouvelles régions vont procurer des économies. C'est faux, c'est très mal parti. J'ai quelques exemples, on peut en parler. D'ailleurs, ils sont aussi dans ce livre. Voilà. Comment je vois cette affaire? Oh ben, pour moi, c'est extrêmement simple. On va faire des économies et on va faire beaucoup plus de véritable démocratie. Il y a uniquement des maires. Le maire de la commune rurale, avec de vraies prérogatives qu'il faut lui rendre, une communauté de communes rurales, parce qu'il faut des plus gros ensembles, avec un maire élu au suffrage universel, le maire des villes, comme Valence, etc., et les maires de métropole, Marseille, Lyon, etc. Et au-dessus, il y a le président de la République, ça suffit. Et tout le reste, on le réorganise sur ces 4 niveaux de mairie. Et vous verrez que ça fera beaucoup d'économies. Énormément d'économies. On aura beaucoup moins d'élus. Aujourd'hui, on a de pléthore d'élus, c'est ahurissant. Beaucoup moins de niveaux hiérarchiques, de papier, etc., à condition que ce soit fait d'une main ferme et véritablement. Beaucoup plus de simplicité administrative. Et si on donne de vraies prérogatives aux maires, avec une vraie démocratie locale et le référendum d'initiative populaire à tous les niveaux, vous allez voir, ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous faites de tous les fonctionnaires qui sont identifiés dans ce cas? Voilà. Il y a des fonctionnaires ici. Il y en a quelques-uns, ou des retraités de la fonction publique. Je suis assimilé fonctionnaire, vous le savez bien, les militaires sont assimilés fonctionnaires. Voilà. Aujourd'hui, nous avons en France 5,5 millions à peu près de fonctionnaires, soit environ 25% des emplois. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Et là, il faut un changement important. C'est une réforme structurelle très importante qui doit être faite, qui contribuera énormément, j'en suis persuadé, à assainir les finances publiques, à dynamiser l'économie, et puis aussi à apaiser les tensions, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires qui autrefois étaient au pinacle, maintenant sont de plus en plus, critiqués. Pour certains avantages qui ne paraissent pas tout à fait évidents à l'heure actuelle, par exemple à la RATP ou à la SNCF, mais pas uniquement là. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, vous allez voir que je ne suis pas franchement démago dans mes idées, ce que je dis, c'est qu'il faut aujourd'hui revoir cela de manière radicale. Mais dans la durée, parce que, encore une fois, les personnes, même celles qui en profitent, ne sont pas coupables. Les coupables de la situation actuelle, ce sont nos gouvernements successifs depuis 40 ans. Depuis 40 ans. C'est pas le monsieur qui est à la RATP ou la dame qui est derrière son guichet à la poste, ils sont plus fonctionnaires. Encore. Voilà. Ce ne sont pas les personnes. Donc il faut une réforme radicale dans la durée, prendre le temps pour ne pas blesser les personnes, mais vraiment volontaire. Et à terme de l'évolution, il faut un plan, je ne sais pas combien de temps, peu importe, on verra, nous travaillons dessus aujourd'hui, en ce moment. À terme, eh bien, réserver la fonction publique, le statut de fonctionnaire, aux fonctions régaliennes. C'est-à-dire sécurité intérieure et extérieure, justice, affaires étrangères, monnaie. Et pour le reste, mais il n'est pas nécessaire d'avoir des fonctionnaires. Ce n'est pas une nécessité. Et même dans l'armée, nous avons des gens qui n'ont pas de statut. Il y a 80% des militaires qui sont contractuels. Ça ne les empêche pas de bien faire leur boulot. Ils le font très bien, jusqu'à se faire tuer. Voilà. Donc, revoir la fonction publique dans ce sens-là. Je suis persuadé, et ça a été fait, il ne faut pas nous dire que c'est impossible. Certains pays l'ont fait. Il y en a au moins 3 qui ont fait des réformes de cette dimension dans les 20 dernières années. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne. Et la Suède. Voilà. Donc c'est possible. Pourquoi pas chez nous? On va continuer de handicaper le développement de notre pays, d'entasser des charges sur le dos de nos enfants
pour garder une situation qui n'est pas table. Non, c'est pas logique, ça. Non. Il faut revoir la fonction publique dans ce sens. Vous parlez aussi de libérer les énergies. C'est un de vos objectifs phares. Et donc, comment comptez-vous faire pour libérer toutes ces énergies que vous ressentez aussi quand... Oui. Alors, maintenant, je me promène, entre guillemets, beaucoup en France. Maintenant, c'est autour de 35 conférences aujourd'hui. Et puis, à chaque fois que c'est possible, je visite. Cette fois-ci, c'était donc des agriculteurs, ça peut être des PME, etc. Je suis étonné, émerveillé du potentiel qu'il y a dans notre pays. C'est absolument fantastique. Et dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine économique, dans tous les domaines. Et ce potentiel ne peut pas s'épanouir tout simplement à cause des carcans multiples que nous avons entassés depuis des décennies et des décennies. Un exemple que je cite souvent, un gamin qui n'a pas 17 ans et qui est employé l'été pour aller cueillir des cerises, on n'a pas le droit de le faire monter sur un escabeau. Dès qu'il n'est plus dans ses heures de travail, il monte directement dans le cerisier. Bon, c'est aberrant. C'est aberrant ces choses-là. Et il y en a des quantités. Des quantités. Donc ça passe d'abord par cela. Mais pour arriver à cela, si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose d'important à faire, c'est changer le logiciel de fonctionnement de l'État. De l'État. Alors là, c'est une autre paire de manches. C'est un vrai problème. C'est un problème de chef d'État. Et pas la peine d'avoir un chef d'État si ce n'est pas pour faire du travail de chef d'État. On arrive à le faire dans de très grandes entreprises ou très grandes administrations. On arrive à le faire dans l'armée. Au moment de la professionnalisation, on a complètement changé le logiciel de fonctionnement des militaires. Pourquoi on ne le ferait pas au niveau de l'État? J'y ai participé dans l'armée. Pourquoi on ne le ferait pas au niveau de l'État? Alors, changer le logiciel de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, remplir parfaitement, d'une part, ses fonctions régaliennes. Justice, sécurité, affaires étrangères. Là, nous devons être intraitables. Intraitables. Et ensuite, dans tout le reste. Et l'État doit faciliter. L'État n'est pas... Nous ne sommes pas là pour servir l'État, c'est l'État qui est là pour nous servir. Il doit faciliter, ouvrir les possibilités, supprimer les carcans, aider les initiatives à se développer en les faisant concourir au bien commun à l'intérêt général. Donc c'est un État stratège, c'est un État facilitateur, ce n'est pas un État qui fait une loi pour, je ne sais pas moi, pour que les poules aient 6 poules par mètre carré, pour moi c'est aberrant, des choses comme ça. Je suis persuadé que l'éleveur, il sait mieux que le fonctionnaire ce qu'il faut pour ses poules. Enfin, j'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, par exemple, encore une fois dans la Meuse, il y a quelque temps, j'ai visité un tailleur de pierre. Oh, du travail magnifique. Compagnon du Tour de France, tailleur de pierre. Puis il me dit, on n'arrive pas à trouver d'apprentis. Parce que, puis on y réfléchit, on y parle ensemble. Et il me dit, mais si on me laissait faire, je saurais faire. Évident, c'est évident. C'est évident. Et que faisons-nous pardonnez-moi, j'ai fait pas mal de temps dans l'armée, donc c'est une référence pour moi. Que faisons-nous dans l'armée? Nous prenons les meilleurs officiers et les meilleurs sous-officiers pour les mettre à la formation. En France, on fait l'inverse. On met souvent des gens qui sont pas suffisamment compétents ou qui ont un esprit de fonctionnaire, n'est-ce pas? Laissons la formation par les professionnels. Hein? C'est ça le rôle de l'État. Libérer, faciliter, donc c'est un changement complètement de fond, un changement complet de fonctionnement intellectuel qui est un État stratège et je crois qu'à partir de là, on fera beaucoup de choses. Là, je vous parle, si vous voulez, en chef. Hein, parce que je pourrais essayer de descendre dans le détail, vous dire qu'il faut supprimer telle loi qui interdit aux gamins de monter sur un escabeau. Bon, écoutez, ça c'est pas la politique, c'est pas vrai, c'est pas la politique du niveau chef de l'État, c'est l'affaire du ministre, du secrétaire d'État ou du sous-secrétaire d'État. Hein.
ce n'est pas l'affaire du président de la République. Et moi, je dis qu'il faut revoir complètement le fonctionnement de l'État, et là, on commencera vraiment à libérer les énergies. Je vais vous poser une question d'actualité, puisque vous voyez certains Français, et nous voyons certains Français, des jeunes qui se mobilisent contre la loi du travail. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il faut, voilà, quel changement faut-il opérer dans ce domaine-là? De même, que pensez-vous du mouvement Nuit debout? C'est à dormir debout. Bon, bah, certains voudraient en faire un nouveau mai 68, bon, c'est dépassé. Je crois que là, pardonnez-moi, mais je crois que ce sont des combats d'arrière-garde, vous voyez. Et je crois que nous sommes, et je réponds d'abord à la deuxième question, je crois vraiment que ce sont des combats d'arrière-garde. Il y a aujourd'hui en France, et dans beaucoup de pays d'Occident, un changement radical. Je parlais tout à l'heure de réappropriation de fondamentaux. Un vieux monde s'écroule, mais il est encore aux commandes. Il ne veut pas s'écrouler, il ne veut pas disparaître. Une nouvelle France monte. Elle n'est pas aux commandes, elle brûle d'être aux commandes, et la France changera. Mais on va avoir une période de friction qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui peut être dure, hein, qui peut nous mener loin. Mais ce sont des combats d'arrière-garde pour le vieux monde qui meurt, celui qui a été marqué dans les 40 dernières années par mai 68, j'ai vécu, en face de Cohn-Bendit. Et puis, mais ce sont vraiment des ça ne peut pas, ça peut nous semer la pagaille pendant quelque temps, mais ça ne portera rien de solide. Ça ne portera rien de solide, de concret. Ça ne sera pas fécond, au contraire, ça sera destructeur. Mais pas beaucoup, parce que la France qui monte, elle est belle. La France qui monte, elle est très belle. Moi, j'ai franchement, aujourd'hui, pour moi, France est synonyme d'espérance. Nous avons aujourd'hui la concomitance de la classe politique peut-être la plus nulle de toute l'histoire de France, et d'une jeunesse qui est pas grosse, peut-être la plus belle de l'histoire de France. Pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en même temps, je sais que c'est dangereux. C'est aussi une des raisons de mon engagement. Donc, je crois que ça ne produira pas grand-chose de fécond. La loi du travail. Oui, voilà. la loi du travail, elle était très mal ficelée. Il n'avait qu'à voir son premier article déjà qui instituait la liberté pour les musulmans en particulier, hein, de religion dans l'entreprise. Enfin, on marche sur la tête. On l'a enlevé au catome, on le donne aux musulmans. C'est quelque chose qui, encore une fois, c'est la destruction du lien social, destruction de la cohésion sociale par la volonté de l'État, mais c'est lamentable. C'est une forme de trahison. Bien. Et puis je sais que je connais suffisamment de musulmans pour dire, qui me disent, mais vous êtes fous de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Bien. Des musulmans. Mais elle était mal ficelée, pourquoi? Parce que nous avons oublié, encore une fois, eux ont oublié les non fondamentaux. Or, parmi ces fondamentaux, il y en a un qui est majeur. C'est la conception de l'homme que véhicule toute notre histoire, toute notre civilisation, toute notre culture. Je ne dis pas qu'elle a été une seule fois vécue parfaitement par nos ancêtres, c'est pas vrai, mais ils étaient en marche. C'est ce qui les faisait vivre. Contrairement à ce qu'on croit, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Les cathédrales ne sont pas des œuvres d'esclaves, mais d'hommes libres, qui avaient un moteur, qui avaient quelque chose qui les faisait vivre. Et ce qui les faisait vivre, le moteur de notre civilisation, c'est une conception de l'homme, qui est tirée, bien sûr, bien entendu, du christianisme, mais qui, en fait, est à peu près universelle. On la retrouve dans beaucoup d'autres cultures, y compris parmi des gens qui ne sont pas de religion, mais par exemple les sagesses orientales, si vous voulez, ont une conception de l'homme qui est très proche de la nôtre. L'homme est plus grand que l'univers. L'homme est le plus grand. Et donc tout doit concourir, et il a une vocation, il a un esprit, il est composé d'un corps mortel et d'un esprit immortel. C'est ça, notre conception de l'homme.
Alors que tout le monde n'y croit pas, c'est autre chose. Je dis que politiquement, notre pays est fondé là-dessus. Ça, c'est important. Ensuite, la liberté personnelle, c'est autre chose. Mais politiquement, notre pays, même M. Juppé arrive à écrire dans son dernier livre, c'est nier les racines chrétiennes de la France, c'est faire preuve d'une ignorance crasse. Même M. Juppé, vous vous rendez compte? Quel progrès! C'est fantastique. Hein? Même lui, il revient aux fondamentaux. Donc la conception de l'homme, et cette conception de l'homme, l'homme est plus grand que tout, et tout doit être mis à son service. La politique au service de l'homme, l'économie au service de l'homme, la science au service de l'homme, etc., etc. Et non pas, et l'autre conception de l'homme, celle sur laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est on se sert de l'homme. On se sert de l'homme. Alors on s'en sert comme chair à canon, comme Napoléon, pour des conquêtes qui n'ont sans lendemain aucun intérêt. On fait tuer 1 200 000 gamins pour rien. Hein? On s'en sert pour faire du fric. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Au Daesh s'en sert aussi comme chair à canon. Se servir de l'homme. Et puis, au cours de notre histoire, se servir de l'homme, pouvoir construire un homme nouveau à partir d'une utopie sortie de cervelles fumeuses qui ont fumé trop de hashish, ça conduit toujours dans les camps de concentration. Toujours. Mais c'est le truc de Madame Taubira. On ne peut pas aller autrement que vers des dérives aussi graves, un jour ou l'autre. Donc il faut revenir à notre conception de l'homme, je reviens à la loi El Khomri, il faut revenir à notre conception de l'homme traditionnelle, ça fait partie des fondamentaux, c'est peut-être le plus important de nos fondamentaux, duquel tout dérive. Hein. Et donc toutes les lois doivent être pensées à partir de cela. Et donc là, eh bien ça donne un éclairage radicalement nouveau. Il ne s'agit plus uniquement de favoriser la compétitivité des entreprises, c'est important la compétitivité des entreprises, bien entendu, mais il s'agit d'abord de faire en sorte que l'entreprise serve, soit au service de chacun, du patron, de l'entrepreneur, qui est très méritant, surtout dans les temps qui courent. Il faut en vouloir, pas de patron d'entreprise aujourd'hui, hein. Il faut avoir les reins solides, hein. Pas financièrement, mais il faut avoir quelque chose dans la tête, hein, dans le cœur. Hein. Mais pas seulement le patron, mais aussi l'autre, l'employé, l'ouvrier, au service de l'homme. Si on avait pensé la loi El Khomri comme ça, écoutez, je pense que ça en aurait une toute autre affaire. Je vais vous une petite histoire encore. Nous avons un Facebook qui fonctionne bien. Et on a eu une surprise il y a quelque temps. Avec ce discours sur la conception de l'homme et tout au service de l'homme, eh bien, le garçon qui est là me dit, vous savez, il y en a un qui dit, enfin j'ai trouvé, en parlant de moi, enfin j'ai trouvé l'homme de gauche selon mon cœur. Tout simplement parce que je disais et j'écrivais qu'il faut mettre l'homme au centre et qu'il faut le servir. En fait, beaucoup des gens de gauche, assez anciens, la gauche aujourd'hui, c'est le fric, c'est le pouvoir, c'est le transhumanisme. Bon, c'est plus la gauche qu'on a connue. La gauche, autrefois, du moins théoriquement, parce que là aussi il faudrait regarder, c'était quand même s'intéresser quand même à l'être humain. C'était très théorique. Hein. Bon, mais c'était quand même ça. Et surtout dans ce que pensaient les lecteurs, la gauche, c'était le service de l'homme. Voilà. Donc c'est pour ça que certains me considèrent. On refait la loi El Khomri à partir de cela, si vous voulez, et elle aura une toute autre allure. Et toutes les lois d'ailleurs. Avant de vous laisser la parole pour vos questions, une dernière question. Vous avez parlé de vieux monde, de nouveau monde. Donc, que pensez-vous du nouveau parti de M. Macron En Marche? Lui aussi, il veut accueillir les gens de gauche comme de droite. Il existe aussi une multitude de mouvements proches de votre démarche, Debout la France, Nous citoyens, La transition, Génération citoyenne. Donc, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de fédérer toutes ces initiatives autour d'un seul étendard? Est-ce possible? Est-ce nécessaire? Alors, le rassemblement est nécessaire, mais pas n'importe comment et pour n'importe quoi. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que les solutions ne sont pas de droite ou de gauche,
ça n'a plus aucun intérêt. Mais nous sommes quand même dans un monde où, depuis tout le temps, et jusqu'à la fin des temps, il y aura des divisions. Ça, on ne peut pas le changer. Mais si la véritable, distinction n'est pas entre la droite et la gauche, ce que je pense vraiment, ce n'est pas du tout pertinent. La véritable distinction est en fait entre deux conceptions de l'homme. Je viens de le dire. Elle est là, la véritable distinction. Soit on met tout au service de l'homme, au service de la France et des Français, soit on se sert de la France et des Français, on se sert de l'homme, on s'en sert comme char à canon, etc. Et c'est la conception sur laquelle nous vivons depuis longtemps. Depuis longtemps, si bien qu'on n'en a même plus conscience. Voilà. Et cette deuxième conception, elle est véhiculée aujourd'hui par des gens qui sont de droite ou de gauche. Voilà. Donc il faut revoir complètement. Moi je suis prêt à venir à travailler avec n'importe qui, pourvu qu'il me dise, pourvu que je sois sûr qu'il se met au service de l'homme tel qu'il est, sans vouloir le changer de l'extérieur par la force, par la conviction, par la propagande, l'agit-propre, etc., etc. Le respecter et qui se met au service de la France et des Français. Je suis prêt à travailler avec n'importe qui dont je suis certain qu'il est comme ça. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la conception d'Emmanuel Macron. Par contre, j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan récemment et il m'a dit lui-même, nous sommes en phase sur quasiment tout. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne se rapproche pas. Pas de raison qu'on ne se rapproche pas. Et il y en a d'autres encore. Et encore une fois, ils sont de droite ou de gauche, peu importe. Moi, si arriver à l'Élysée en m'alliant avec des gens qui n'ont pas la même conception du service, de la politique, du service de l'homme, du service de la France et des Français que moi, c'est pas la peine. Ça sera la guerre entre eux et moi en permanence. Donc ça sera l'échec assuré. Ça sera l'échec assuré. Voilà. Mais encore une fois, on me demande mais avec qui travaillerez-vous? Eh bien, tous ceux qui se mettent au service de la France et des Français réels. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Maintenant,